Sur les côtes de la Manche orientale, là où prédominent les plateaux rocheux, les blocs, les surplombs, la faune de la zone intertidale est abondante. Ce documentaire vous présente, dans leur milieu, quelques-unes des nombreuses espèces rencontrées depuis les hauts niveaux jusqu'à la zone des laminaires. Au niveau des laisses de mer, sur le sable, si l'on soulève épaves et algues rejetées, on voit grouiller et sauter l'amphipode Thalitrus saltator. Le corps est comprimé latéralement. Remarquons les yeux sessiles. Ces thalitres creusent des trous dans le sable à l'aide de leurs deux premiers appendices thoraciques, ou gnatopodes, terminés en pinces et dirigés vers l'avant comme les deux suivants. Les trois derniers, dirigés vers l'arrière, repoussent les grains de sable extraits en profondeur. Sur les jetées et les rochers, le niveau le plus haut atteint par la marée est matérialisé par l'algue brune Pelvesia canaliculata. Cette zone est fréquentée par l'isopode Ligia oceanica. Le corps est aplati dorso-ventralement, les yeux sont sessiles, les secondes antennes allongées. Cet isopode marcheur a des appendices thoraciques élancés. Le mâle montre à la face ventrale ses gonopodes. La femelle présente une cavité incubatrice ventrale formée de lamelles au niveau de chaque patte thoracique. Les plages de sable découvertes par le reflux, lorsque ce milieu est riche en matières organiques, sont peuplées par le polychète sédentaire Arenicola marina. L'arénicole creuse une galerie en U dont l'orifice côté céphalique est en entonnoir, tandis que l'autre se signale par le tortillon de ses déjections. Ce polychète se nourrit de matières organiques contenues dans le sable en mangeant son chemin, tout comme le lombric terrestre. Sur l'exemplaire extrait du sable, et qui va s'enfouir à nouveau grâce au mouvement de sa trompe exsertile, remarquons une région antérieure de 6 segments, pourvue de soies et d'insini, une région de 16 métamères porteurs de branchies arborescentes, et une région caudale dépourvue de soies et de branchies. Un peu plus bas, en dessous de la zone atteinte par les hautes mers de Morteau, un autre niveau est matérialisé par l'algue brune Fucus serratus. Un crabe enragé, Carcinus menas, très commun aux divers niveaux de la grève, dévore un petit poisson de rocaille, Centronotus gunellus. La partie ventrale antérieure de son céphalothorax montre ses anténules et le jeu des pièces buccales, plus particulièrement celui de la troisième paire de pattes mâchoires qui recouvre les autres. Lors de la mue, la carapace céphalothoracique se fend ventralement le long d'un sillon qui côtoie les bords latéraux. Le crabe quitte ensuite sa mue progressivement vers l'arrière, au fur et à mesure de la libération de ses appendices thoraciques. Le phénomène est long et nous n'en verrons que quelques images. Il s'agit ici d'un exemplaire femelle caractérisé par la largeur de son abdomen. Celui du mâle est plus étroit. Les balanes,
ici Balanus balanoides, sont des crustacés cirripèdes operculés qui revêtent les rochers. Elles s'y sont fixées sous forme de larves cypris. L'adulte est protégé par une carapace de pièces calcifiées. Les plaques operculaires ferment l'orifice. Elles s'écartent pour laisser passer les cires que nous voyons battre régulièrement. Sur les épaves flottant au large, vivent les Lepas anatifera, cirripèdes pédonculés. Le pédoncule provient de la région antérieure de la larve cypris, fixée par ses antennes. La carapace est ici représentée par 5 écailles chitineuses, peu calcifiées. Les 6 paires d'appendices thoraciques forment le panache des cires qui s'épanouissent entre les valves entrouvertes. Chaque appendice comporte un protopodite sur lequel sont insérés 2 longs fouets multiarticulés représentant l'exo et l'endopodite. Les mouvements alternatifs d'entrée et de sortie du panache des cires provoquent les mouvements d'eau nécessaires à la respiration et à l'apport des particules alimentaires. Sur les rochers où nous avons observé les balanes, vit Patella vulgata, gastéropode prosobranche, à la coquille en cône évasée. La patelle se fixe sur le rocher par son pied fonctionnant comme une ventouse, mais elle peut se déplacer. Détachée du substratum, elle montre sa sole pédieuse. Entre le manteau bordant la coquille et le pied, court une dépression profonde au fond de laquelle se trouve la branchie fonctionnelle. Il s'agit ici non de la véritable cténidie, mais d'une branchie différenciée à partir du manteau. Les littorines, autres gastéropodes prosobranches, sont particulièrement fréquentes dans le même biotope. Plus bas encore, nous rencontrons diverses anémones. Ici, Actinia equina, fixée aux roches dans les petites mares. Théalia felina est une grosse anémone à tentacules trapus, caractérisée également par la présence de fragments coquillés sur sa colonne. Rétractée, elle passe facilement inaperçue. En revanche, épanouie, les couleurs vives de ses tentacules signalent sa présence. Metridium sénile est fixé pendu au plafond des surplombs rocheux. Vers des niveaux plus bas encore, les roches tendres sont perforées par les phollades. Ce lamellibranche occupe une cavité profonde et son siphon s'allonge vers l'orifice. La cavité communique avec l'extérieur par un conduit de diamètre plus étroit. 2 espèces de ces eullamellibranches coexistent ici dans la même roche. Chez Barnea candida, les valves hérissées de fins denticules régulièrement disposées présentent un repli dorsal. En outre, en arrière, entre les 2 valves, on observe une plaque accessoire. Le siphon déborde des valves, même lorsque le mollusque est rétracté. Zirphea crispata est une phollade plus massive dont le siphon trapu émerge à l'extrémité des valves. Ces valves, garnies de denticules sur leur moitié antérieure, montrent les stries d'accroissement sur l'autre moitié.
Sous les pierres vit une faune abondante de petits crustacés et de poissons de rocaille. L'un des plus fréquents est le Centronotus gunellus ou gonelle. En abordant le niveau des Fucus vesiculosus, nous noterons la faune épigée qui peut les recouvrir, les Sertularia, hydraires calyptoblastiques, les Membranipora membranacea, bryozoaires dont les loges rectangulaires calcifiées forment un délicat réseau sur l'algue. Le petit serpulide Spirorbis borealis enroule son tube calcaire en spirale sénestre sur les mêmes fucus. Fixées sur les rochers, les colonnes massives de l'Alcyonium palmatum, blanches ou orangées, montrent à leur surface leurs petits hydrantes à 8 tentacules pennés caractéristiques. Si nous examinons les plafonds des surplombs rocheux et les parois, nous remarquons dans la même zone la profusion d'éponges calcaires, Grantia compressa. Le corps est comprimé, plat, plus ou moins découpé sur les bords. Un oscule est visible à la pointe de chaque lobe. Les alichondrines, éponges siliceuses, sont abondantes au même niveau. Jaunâtre ou verdâtre, Alichondria memoranacea est encroûtante et mince, tandis que l'Alichondria panicea, plus massive, présente des tubes au sommet desquels s'ouvrent les oscules. Les délicates et transparentes ascidies Clavellina lepadiformis forment des touffes d'individus dressés sur des stolons. Sous les surplombs pendent de nombreuses acidies simples, Acidiella aspersa et Sionna intestinalis, ainsi que de petites colonies rougeâtres de la famille des polyclinides. Les jeunes Sionna intestinalis ont leur tunique transparente, ce qui permet l'observation de l'endostyle ventral, et à l'opposé du rafet dorsal du côté du siphon cloacal. On assiste à la contraction de l'acidie, à la fermeture des siphons, puis à l'épanouissement. Toujours à ce bas niveau de la zone intertidale, dans les anfractuosités rocheuses, vit le petit oursin régulier Psamecinus miliaris. Les pieds ambulacraires, à ventouses terminales particulièrement extensibles, sont toujours